Bienvenue encore une fois sur rendez-vous du journal en français. Vous nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. 4 journalistes et un chauffeur du groupe de presse Iwachu sont détenus dans la prison centrale de Bubanza, c'est à l'ouest du Burundi, depuis samedi dernier. Ils avaient été arrêtés le 22 octobre et détenus dans le cachot de la police à Bubanza. Ils s'étaient rendus pour s'enquérir de l'insécurité liée à une attaque des rebelles. Les journalistes avaient informé le gouverneur de Bubanza, mais il n'a jamais fait l'objection. Ils sont finalement accusés par le parquet de Bubanza par la complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure. Que présage cette arrestation injuste des journalistes à la veille des élections organisées par le régime en place au sein de l'FTD? Quelle interprétation des professionnels et des médias de cet emprisonnement et les défenseurs des journalistes? C'est cela qui va dominer ce journal en synergie des médias Radio Nzambagateka-Kawe, Radio RPA et la télé Renaissance. Dans un instant, les détails sur le sujet d'aujourd'hui. À toutes et à tous, bienvenue. Les 4 journalistes et les chauffeurs du groupe de presse Iwachu ont été informés de ce dont ils étaient accusés au 5e jour de leur incarcération. Ils avaient quitté Bujumbura pour Bubanza dans la journée du mardi 22 octobre 2019. Le récit de 8 jours d'incarcération de ces journalistes par Émile Nibasumba. Il s'était dirigé vers Musigati pour s'enquérir de la situation sur terrain. Depuis la petite matinée de mardi, cette commune de la province de Bubanza était le théâtre des affrontements armés entre le mouvement rebelle Red Tabara et les forces régulières appuyées par les Imbonerakure. Les journalistes Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhozenzi, Egide Harerimana et leur chauffeur Adolphe Massabarakiza n'ont pas eu le temps de faire des reportages. Ils ont été arrêtés vers 12 heures par le chef des opérations dans cette région. Leurs téléphones portables et matériel de travail ont été confisqués. Le chef des opérations leur a dit au début que c'était pour les protéger, leur expliquant que la zone des combats était dangereuse. Ils ne savaient pas qu'au 5e jour de détention, ils allaient être accusés de complicité à l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Après l'annonce des charges ce samedi, les journalistes et leurs chauffeurs ont ensuite été transférés à la prison centrale de Bubanza après quelques jours passés dans de mauvaises conditions au commissariat de police. Aujourd'hui, les conditions de détention ne se sont pas améliorées. Selon des sources à la prison de Bubanza, après la poursuite de l'instruction débutée ce lundi, la chambre de conseil devrait se prononcer le jeudi prochain sur le sort des 4 journalistes et leurs chauffeurs du groupe de presse Iwachu. L'infraction de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État est évoquée quand il y a des manœuvres et il y a pour but d'organisation sociopolitique dans l'État. Il n'y a aucun argument juridique pour accuser les journalistes du journal Iwachu une telle infraction. Cela a été dit par Maître Gustave Nyonzima. Le pouvoir a tout simplement voulu faire taire le journal Iwachu. Écoutez, Maître Gustave Nyonzima. Par rapport au chef d'accusation, les magistrats instructeurs ont essayé de trier quelques articles qui les arrangent, comme ils le font toujours à l'endroit des opposants, c'est-à-dire que ce sont des infractions inhérentes à l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils ont trié préalablement l'article 38 du Code pénal de 2017 qui parle de la complicité et ensuite de l'article 609 qui relate les dispositions de l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Alors, que ce soit pour l'article 38 ou que ce soit pour l'article 609, je dirais qu'il n'y a rien de droit. Ce sont des accusations basées sur des faits imprécis et obscurs. Du moment que les journalistes avaient requis l'autorisation du gouverneur de la province de Bubanza, il n'y a rien de complicité là-dedans, il n'y a rien d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et cette atteinte à l'intérieur de l'État est prévue par l'article 609, comme je l'ai dit.
Et ce sont des manœuvres ayant pour but de déstabiliser l'organisation sociopolitique d'un État, que ce soit en temps de paix ou que ce soit en période de trouble. Alors, le gouvernement du Burundi lui-même argue sempiternellement et tous les jours qu'il y a la paix au Burundi, que tout règne, que même ce mouvement a été mis au rencard, en saisissant même les combattants et en saisissant même les armes à feu. C'est-à-dire que le gouvernement lui-même a fait tout pour mater ce mouvement insurrectionnaire ou ce mouvement rebelle. Alors, pour les journalistes, dans la complicité prévue par l'article 38, il doit y avoir des faits prouvant qu'il y a une aide, prouvant qu'il y a une assistance ou des ordres de ces journalistes à l'endroit de ces rebelles. C'est ce que l'article 38 du Code pénal prévoit par rapport à la complicité. Même en rapport avec l'article 609 qui parle de l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, laquelle disposition relate que dans les éléments constitutifs, il doit y avoir des manœuvres ayant pour but de déstabiliser l'organisation sociopolitique d'un État en temps de paix ou en temps de trouble. On voit que ça ne colle pas avec la réalité. Pour Maître Gustave Nyonzima, ce procès n'a rien de juridique, il est simplement politique. Ces journalistes pourront même porter plainte dans les juridictions internationales pour un dédommagement, encore une fois, Maître Gustave Nyonzima. Il n'y a rien du droit par rapport au chef d'accusation reproché aux 4 journalistes ainsi à leur chauffeur qui veut noyer son chien, l'accuse d'orage. Ces journalistes pourront par après, via leurs avocats et d'autres organisations œuvrant dans la défense des droits de l'homme, porter une affaire devant des juridictions indépendantes en intentant une action afin que justice soit faite à leur égard, ainsi qu'il y ait même des dommages et intérêts. Incarcérer quelqu'un pour des chefs d'accusation inexistants et obscurs, c'est comme une torture qui a été même ratifiée par la République du Burundi. Nous poursuivons ce journal en synergie des médias. L'emprisonnement de nos confrères du groupe de presse Iwachu rentre dans la continuité des abus régulièrement violés par le pouvoir de Pierre Nkurunziza. Une dizaine de journalistes et défenseurs des droits humains en ont été déjà victimes durant les 15 ans du pouvoir du CNDD-FDD. On fait le point avec Patrick Mitabalo. L'incarcération des 4 journalistes et le chauffeur du groupe de presse Iwachu n'a pas étonné plus d'un parmi les défenseurs des droits humains et chez les journalistes burundais en particulier. C'est un emprisonnement abusif qui rappelle d'autres cas d'atteinte aux droits humains et à la liberté d'expression régulièrement violés durant les 15 ans du pouvoir de Pierre Nkurunziza. C'est au cours de son 2e mandat que l'ancien journaliste de Bonesha FM a écopé d'une peine de prison à perpétuité, accusé en 2012 de terrorisme, alors qu'il s'était rendu sur terrain pour enquêter sur une attaque rebelle à l'instar de nos confrères du groupe de presse Iwachu. Heureusement, la peine d'Hassan Ruvakuki sera réduite à 3 ans par la cour d'appel avant de le relâcher. Il venait de purger le quart de la peine dans les geôles de l'intérieur du pays. Le crime d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État est devenu un alibi du pouvoir de Pierre Nkurunziza pour réprimer toute voix dissonante à celle du parti présidentiel, le CNDD-FDD. C'est une infraction dont le président de la PRODH a été accusé alors qu'il dénonçait à l'époque les entraînements paramilitaires de la milice Imbonerakure à Kiliba Ondes, au-delà de la frontière burundaise sur le territoire congolais. Loin de lui accorder gain de cause, Pierre Claver Mbonimpa sera pris pour un criminel avant d'être emprisonné. Et comme si cela ne suffisait pas, Pierre Claver Mbonimpa va échapper à l'attaque de la même milice opérant sous la couverture des corps de police et de sécurité du pouvoir de Pierre Nkurunziza. La liste est longue chez les journalistes et défenseurs des droits humains à avoir été malmenés dans l'exercice de leurs fonctions. On se souviendra du cas de Bob Rugurika, Jean-Claude Kavumbagu, Domitire Kiramvu, Serge Nibizi et Mathias Manirakiza. On n'oubliera pas également Germain Rukuki, membre de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi, condamné à une 30aine d'années de prison pour la même infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État.
Et face au calvaire de nos collègues du groupe de presse Iwachu renouvelé par le parquet de Bubanza, solidarité exige. Tous les journalistes burundais sont appelés à rester debout. Le pouvoir de Pierre Nkurunziza n'est pas à son dernier coup dans la violation des droits humains. Et pour Gabriel Nikundana, qui est l'un des anciens journalistes et a rencontré dans l'Omaki, le CNDD-FDD, mouvement armé à l'époque, pour récolter les informations, il cherchait la version du gouvernement et celle des opposants rebelles pour pouvoir fournir une information équilibrée et fiable à la population. Ce qui plaisait beaucoup le mouvement armé, le CNDD-FDD à cette époque. Suivez Gabriel Nikundana. Comme vous le savez à l'époque, comme c'était, je dirais, les régimes à la fois militaires, en même temps civils et les rebelles qui étaient de toutes parts, le risque c'était qu'on pouvait être tué sur le champ, sur le terrain à la recherche des informations. Souvenez-vous qu'il y a un ministre de la Défense à l'époque, j'évite de nommer son nom, qui disait tout simplement que tout journaliste qu'on trouvera dans Rouge-Moi rural sera assimilé aux rebelles. En d'autres termes, seront tués. Mais cela ne nous a pas empêché de continuer à chercher des informations de part et d'autre pour pouvoir justement donner une bonne information à la population qui en avait tellement besoin. Ce qui nous guidait, c'était l'intérêt, tout simplement l'intérêt du grand public qui avait soif des informations relatives à ces mouvements. C'était divers mouvements rebelles, c'était au nombre de 7 qui combattaient contre le gouvernement à l'époque. Et ces gens qui sont actuellement au pouvoir, ils sont des anciens rebelles, on les connaît, on les a côtoyés, dans leur tête ils étaient, mais pour le moment vous voyez qu'ils ont probablement changé, ils ne comprennent plus le rôle des médias, mais je suis sûr et certain, ils le font sciemment, ils savent bien entendu que la presse est là pour chercher l'info au public, pour le public, c'est pour cette raison, ils savent combien nous avons travaillé pour pouvoir donner la bonne information, et ils savent pourquoi ils doivent museler la presse pour ne pas étaler au grand public les déboires, je dirais, ou bien je pèse des mots, les dérives de ce pouvoir-là, quelquefois, qui oublie qui il était au maquis. Et du côté des anciens rebelles de ce moment, il est nécessaire que les médias couvrent les zones de conflit. Leonidas Yatungimana, ancien membre de la rébellion du CNDD-FDD, parle en connaissance de cause. Et selon lui, il est indispensable de donner la parole à tous les belligérants. D'après lui, on faisait parler les leaders des différentes rébellions au Burundi et en rapportant ce qui se passait sur terrain. Certains médias ont en partie contribué au retour de la paix au Burundi. Suivez Leonidas Yatungimana. Nous avons pu exprimer nos doléances, ce que les armes ne pouvaient pas exprimer. Et les armes, bien sûr, sont là, sont utilisées et font beaucoup de dégâts, mais n'expriment pas exactement ce que le tenant de l'arme veut. Et alors, c'est bien que les médias nous ont tendu au micro pour que nous puissions exprimer exactement nos doléances. Et je pense que c'est à partir de cette expression des doléances, à partir des médias, et que les gens ici et là dans la région ont pu mener à bon port les négociations qui ont pu aboutir à la cessation des hostilités, à la cessation de la guerre, du moins à l'arrêt des combats. Deuxièmement, ça nous permettait de donner notre propre image. On devait corriger l'image qui était donnée par le pouvoir, notre image qui était ternie par le pouvoir en place. Mais aussi, ça nous aidait à corriger certains dérapages commis par certains des membres du mouvement, puisque ce qui se fait en cachette ne pouvait être connu que par la population qui rapportait aux journalistes et les journalistes en nous posant des questions et pouvait exactement nous montrer là où il y a des dérapages. C'est bien que la population sache ce qui se fait, et où ça se fait et quand ça se fait, et comme ça, elle peut éviter de circuler dans les zones de combat. Donc je me dis que c'est bien que les médias nous ont tendu le micro et que même aujourd'hui les médias puissent tendre le micro à tout combattant, quiconque est en train de réclamer quelque chose pour bien exprimer ce qu'il y a derrière le crépitement des armes. Et dit qu'en des professionnels et des médias, il n'y a aucune clause d'ordre éthique qu'ils ont outrepassée. Au contraire, ils essayaient de remplir les éléments de base du code éthique.
Ils n'ont fait que les métiers d'informer, mais le pouvoir ne veut pas que la réalité soit connue. C'est le point de vue d'Innocent Muhozi, président de l'Observatoire de la presse au Burundi. Suivez. Il n'y a pas une seule clause du code éthique que nos collègues, nos 5 collègues, les 4 journalistes et le conducteur de l'équipe qui sont emprisonnés, il n'y a aucune clause d'ordre éthique qu'ils ont outrepassée. Ils ont au contraire fait les éléments, essayé de remplir les éléments de base du code éthique, c'est-à-dire chercher, traiter et diffuser l'information, surtout une information d'intérêt public, encore plus d'intérêt public que ces violences politiques-là, qui étaient en train de se passer, qui sont toujours en cours dans cette région-là. Donc ils ont fait leur travail élémentaire. Il ne faut pas chercher l'explication dans une violation quelconque du code éthique ou de la loi. Non, l'explication de cet emprisonnement, l'explication de l'emprisonnement des milliers d'autres Burundais, des disparitions, des gens qui sont tués, des gens qui sont interdits de leurs droits, des gens qui sont forcés à l'exil, ça n'a strictement rien à voir avec la loi. Ça a tout à voir avec des choix politiques désastreux de notre gouvernement. Le gouvernement a fait des choix qui sont des choix d'oppression, des choix de prédation du pays, des ressources du pays, des choix de non-droit purement et simplement. Et ceux qui sont en train d'être arrêtés, ceux qui sont en train d'être mis en prison, ceux qui sont victimes de torture, ceux qui sont victimes de disparitions forcées, ceux qui sont forcés à l'exil, le sont parce que les gens qui gouvernent le pays sont dans une logique strictement individuelle de petits clans qui est en train de passer pratiquement le pays, de faire passer le pays totalement sous leur contrôle, mais pour des raisons strictement personnelles. Donc, ça n'a rien à voir avec une quelconque violation du code éthique ou de la loi. C'est juste le choix politique, c'est un prolongement des choix catastrophiques qui sont faits par les dirigeants de notre pays, qui sont ces mêmes choix qui nous ont tous menés à l'exil et qui ont fait tous ces crimes-là qui se commettent dans le pays, c'est tout. Innocent Muhozi dit également que les journalistes n'ont pas le droit d'exercer les métiers. Le pouvoir a établi un nouveau code régissant sur ce métier du journalisme, un code qui ne vient que pour mesurer la presse au Burundi. Encore une fois, Innocent Muhozi. On ne peut pas parler de droit d'un journaliste de manière générale, parce que ça dépend du contexte, des lois du pays dans lequel il exerce. Et dans le cas particulier du Burundi, les seules lois que nous reconnaissons sont celles qui découlaient de l'accord d'Arusha. Parce que l'accord d'Arusha a pris des années à être trouvé. Tous les acteurs étaient réunis, ont discuté, ont passé en revue tous les problèmes possibles et imaginables à ce moment-là du pays pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Une constitution a découlé de cet accord d'Arusha. De cette constitution a découlé une loi sur la presse. Ce sont celles-là que nous reconnaissons parce qu'elles étaient aussi proches que possible au moins des principes universels des droits et des libertés de la personne humaine. Donc, de notre point de vue, et du code éthique universel des journalistes, cela dit. De ce point de vue, donc, il n'y a aucune loi, aucune atteinte à ces droits-là que les journalistes, dont ces journalistes seraient responsables. Par contre, essayer de chercher l'information, traiter cette information, la diffuser, c'est ça la responsabilité fondamentale du journaliste. Sa raison d'être, c'est celle-là. C'est pour répondre au droit du public à l'information. Et ce droit du public à l'information permet au public, s'il a une information vérifiée, fiable, de savoir quels sont les choix qu'il peut faire sur les affaires publiques de son pays. Et donc quand vous empêchez le citoyen d'avoir accès à une information honnête, équilibrée, vérifiée, vous l'empêchez aussi d'avoir une opinion pertinente sur les affaires publiques. Donc les journalistes, c'est leur droit et leur devoir, c'est de chercher l'information, de la traiter, de la diffuser, conformément aux codes éthiques de leur métier, en fait de permettre aux citoyens d'être informés et d'avoir donc de faire des choix bien informés. C'est cela. Mais c'est cela qui n'existe plus au Burundi aussi. Et du côté des défenseurs et des journalistes, la Fédération internationale des journalistes FIJ s'inquiète de la situation des médias au Burundi à la veille des élections de 2020. Ernest Sagaga, chargé de la sécurité et de la protection des journalistes, affirme que les journalistes du groupe de presse Iwachu sont victimes du métier parce que l'infraction que le parquet et l'école n'a rien à voir avec la mission qu'ils avaient le jour de leur arrestation. Suivez Ernest Sagaga. Eh bien, l'arrestation de nos collègues
à Bubanza est une préoccupation majeure pour nous parce que c'est le dernier incident qui démontre combien la liberté de la presse au Burundi est menacée. On a déjà connu une crise depuis 2015, cela fera bientôt 5 ans. On avait des journalistes qui ont dû quitter le pays, des médias indépendants qui ont été fermés, d'autres qui sont portés disparus, notamment Jean Bigirimana, que certains d'ailleurs pensent qu'il n'est plus en vie. Et donc cet incident de la semaine passée où les journalistes à mission officielle qui avaient déclaré aux autorités locales la raison pour laquelle ils venaient dans cette région et qui se retrouvent maintenant en prison accusés d'atteinte à la sûreté du pays. Là, évidemment, c'est une préoccupation pour nous. Et cela confirme bien sûr la crise que traverse la liberté de la presse au Burundi. Le constat qu'on fait de la situation au Burundi est que les journalistes indépendants le travail est entravé par des mesures telles que justement ces arrestations arbitraires et ces accusations non fondées. Et donc nous nous inquiétons bien entendu de la possibilité que nos collègues burundais ont de mener à bien le travail, surtout que bien entendu, comme tout le monde le sait, on s'attend à des élections l'année prochaine. On se demande comment ces élections peuvent se passer en toute dépendance, en toute lumière, dans un pays où la presse libre n'a plus droit de citer. Voilà, c'est par son point de vue d'Ernest Sagaga, membre de la Fédération internationale des journalistes, que je mets un peu final ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous.